Pourquoi la guerre russe est notre guerre? Que veut dire être réaliste au temps sombre de l'histoire? Quelle stratégie de démocratie pour mettre fin à cette guerre totale? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Nicolas Tanzer, haut fonctionnaire, académicien, responsable du think tank, fondateur du blog Tanzer Strategics. Nicolas Tanzer vient de publier son ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique, aux éditions de l'Observatoire Humansis. Bonjour Nicolas, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous étiez déjà l'invité dans notre podcast et on invite nos auditeurs de réécouter le podcast que nous avons enregistré en 2022. Vous êtes haut fonctionnaire, à la fois vous êtes chercheur, vous écrivez votre blog, vous êtes auteur surtout, et c'est là notre sujet aujourd'hui, du livre tout à fait récent qui s'intitule Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. 600 pages très denses. Je viens de terminer la lecture de ce livre et je vais vous dire tout d'abord mon admiration pour votre lucidité. Et donc, c'est un livre, contrairement au titre, il est plutôt un livre philosophique, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Donc, c'est un livre qui cherche la vérité au sens premier de ce terme, et puis cherche à affronter la réalité telle qu'il est, et puis dresser la stratégie pour le monde actuel, pour le monde occidental, la stratégie qui serait consciente de la réalité auquel elle fait face et qui soit consciente de la morale et de la vérité. Donc, et ma première question à vous serait toute simple parce que vous commencez votre livre par dire que voilà, que l'Ukraine est en guerre et que le monde est en guerre, et vous continuez pour dire nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et donc ma première question, c'est qui nous, en fait? Où sont les limites de ces nous qui sont en guerre? Est-ce que vous parlez des Européens ou vous parlez de tout le monde occidental, où ce point de nous se place? Je parle d'abord des démocraties. C'est-à-dire que devant l'agression de la Russie, soutenue par un certain nombre d'autres dictatures, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, la Syrie notamment, c'est l'ensemble des démocraties, de l'ensemble des citoyens qui chérissent les valeurs de liberté, de droit, de dignité, qui sont véritablement plongés dans une guerre. Non pas que nous l'ayons souhaité, mais tout simplement parce que la Russie de Poutine nous fait véritablement la guerre. Au-delà de la guerre réelle, brutale, vraiment d'extermination que les Russes livrent contre l'Ukraine, il y a cette guerre beaucoup plus large, tout simplement parce que la Russie entend saper complètement l'ordre international et que l'ensemble des principes qui ont été mis en place, notamment après le procès de Nuremberg, la Russie entend tout simplement les détendre, les abolir complètement. Je crois qu'il faut essayer de percevoir que derrière les crimes massifs que commet la Russie, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression, ces 4 catégories qui sont parfaitement documentées en Ukraine, il y a derrière l'idée que le crime est en quelque sorte le message. C'est ce message de Poutine au monde, c'est-à-dire la liberté qui lui a été donnée, j'y reviendrai peut-être, de tuer toujours et toujours plus en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, dans plusieurs pays d'Afrique et bien sûr en Ukraine, il y a quelque chose d'absolument monstrueux. Lorsqu'une personne est atteinte par ces crimes, c'est l'ensemble de l'humanité qui est atteinte.
On sait que Poutine ne s'arrêtera pas là. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes devant une guerre que nous devons avoir le courage d'abord de regarder, alors que nous n'avons pas voulu la voir. Quand je dis nous, là, ce sont les dirigeants des démocraties pendant si longtemps. Nous devons avoir le courage aussi et l'intelligence, je dirais, de la livrer et bien sûr de la gagner. Il n'y a pas de juste milieu, on est dans un jeu à somme nulle. Soit la Russie gagne, soit c'est nous, les démocraties, les pays libres, qui gagnons. Oui, et donc ce concept du crime, vous venez de dire que, le crime est un message et vous y reviendrez souvent en fait, dans les pages de votre livre. Vous dites que voilà, le crime et l'oubli, donc le crime n'est pas un moyen d'arriver à un certain objectif, mais il est objectif pour l'agresseur, pour la Russie dans ce contexte, et donc c'est un concept qui est frappant puisque et voilà, il démontre quelque chose, à mon sens, de très fondamental dans cette agression russe, très pragmatiquement, quand on voit, quand les Russes avancent, ils ont déjà occupé à peu près 20 de territoire, ukrainien, donc ce n'est pas une guerre pour des ressources parce que ce sont des ruines, c'est-à-dire que l'excès, de la cruauté, l'excès de l'agressivité, l'excès de cette violence, il fait de la sorte que voilà, que c'est un but en fait. C'est pas pour ensuite utiliser ces territoires, voilà, pour des dans les buts plus pragmatiques, mais c'est justement pour semer le désordre dans le monde tel qu'il est. Et donc voilà, pour vous, il y a toujours, voilà, cette crime et oubli. Qu'est-ce que ça veut dire oubli, Alors, de ces je crimes? crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement, il faut toujours y insister, c'est qu'il y a effectivement une finalité de Poutine qui est le crime, qui est le meurtre, qui est la destruction. L'ensemble de son régime est tourné vers la destruction. Et bien sûr, quand certains disent en fait, Poutine est d'abord un néo-impérialiste qui vise à occuper des territoires et puis éventuellement il s'arrêterait là. Non, en fait, l'impérialisme, c'est une forme, disons, presque anecdotique, en quelque sorte, de la guerre de Poutine. Bien sûr, cet impérialisme existe, mais ce n'est pas un impérialisme tourné vers la conquête, vers l'exploitation, comme vous l'avez rappelé, de territoires. C'est quelque chose, finalement, qui est beaucoup plus fondamental. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce livre, Notre guerre, j'évoque aussi beaucoup bien sûr l'idéologie même de Poutine et je montre que cette idéologie qui emprunte aussi bien d'ailleurs au nazisme, à l'antisémitisme, à l'eurasianisme, en partie au communisme, etc. C'est une sorte de syncrétisme. En fait, il faut vraiment la comprendre. Alors pourquoi l'oubli? C'est parce que en fait, la plupart des dirigeants des démocraties n'ont pas voulu voir ce crime. Ils ont voulu l'oublier. Ils ont regardé à l'extérieur. Je me rappelle quand Poutine, notamment en Syrie, commettait déjà les crimes les plus monstrueux qui soient. Je rappelle régulièrement que rien qu'en Syrie, Poutine a tué plus de civils que même Daesh, l'État islamique. Eh bien, les dirigeants n'ont pas voulu voir. Je me rappelle encore à l'ONU, au moment du siège et puis de la chute d'Alep en 2015-2016, vous avez eu des dirigeants qui disaient oui, il faut demander à Poutine de faire pression sur Assad pour que Assad diminue l'intensité de ses forfaits. En réalité, Poutine en commettait tout autant. Donc on n'a pas voulu voir. Je me rappelle aussi en 2008, 2018, pardon, lors de la Coupe du Monde de football, vous avez eu des visuels absolument extraordinaires produits par un artiste ukrainien qui montrait des footballeurs dribblant parmi les Miradors, tirant une balle sur le MH17 qu'en 2014 les forces russes avaient abattu, tirant des balles de football, mais qui étaient en fait des balles réelles, si j'ose dire, contre une mère et son enfant syrien. Voilà, ils n'ont pas voulu voir ça, ils ont accepté d'aller en Russie, ils ont félicité Poutine pour l'extraordinaire organisation, soi-disant, de cette Coupe du Monde. Et je me rappelle avoir été quasiment l'un des seuls, en France en tout cas, à ce moment-là, à appeler au boycott, parce que en disant tout simplement que les clameurs des supporters ne pouvaient pas rendre silencieuses en fait les cris et les plaintes des victimes. Donc ça, on n'a pas voulu le voir. On n'a pas voulu aussi étudier
l'idéologie à laquelle je faisais rapidement allusion de Poutine et de voir que derrière vous aviez ce projet de destruction. En quelque sorte, la plupart des dirigeants occidentaux ont considéré la Russie de Poutine comme une sorte de régime normal. Et je crois que c'est ça précisément qu'il faut oublier si l'on veut dépasser justement ce stade d'oubli. Je crois, c'est de montrer qu'il n'y a rien de normal dans ce régime. Quelque part dans le livre, je fais d'ailleurs la comparaison, je la discute entre Poutine et Hitler. Et pour moi, refuser cette comparaison, même s'il y a toutes les différences historiques que l'on sait, bien sûr, c'est déjà essayer de banaliser et de normaliser ce régime. Oublier le crime, encore une fois, c'est le normaliser, le banaliser. Et c'est ce que les dirigeants ont fait. Et même encore aujourd'hui, quand vous voyez un certain nombre de personnes qui disent oui, tout se terminera par des négociations entre la Russie et l'Ukraine, ce qui supposerait des compromis territoriaux, non seulement cela supposerait bien sûr qu'ils acceptent une violation flagrante du droit international et qu'en donnant quelques miettes éventuellement à Poutine, finalement on reconnaisse que son agression paye, mais ça voudrait dire aussi oublier que dans ces territoires, tant qu'ils sont dans la main des Russes, eh bien, vous allez avoir plus de crimes, d'assassinats sauvages, d'exécutions sommaires, de tortures, de déportations d'enfants qui sont un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 48. Et voilà. Et là, on recommencerait encore dans ce même oubli des crimes si on acceptait le moindre type de négociation avec Poutine. Voilà exactement la Oui. signification de l'oubli. Oui, donc l'oubli, mais voilà, le crime et l'oubli, ça veut dire aussi le crime sans châtiment, n'est-ce pas? Puisque s'il y a l'oubli, il y a pas de châtiment, il y a pas de restauration de la justice, il y a pas de retour, à l'ordre normal, mais il y a justement ce prétendu, ce simulacre, en fait, de comme si le crime, n'avait jamais eu lieu. Donc le crime sans châtiment, donc c'est un sujet qui m'est très cher, voilà, donc comme, un trait de cette mentalité, poutinienne. À la fois, vous employez le terme, très inquiétant dans votre livre, vous parlez de la guerre totale, vous parlez de la guerre perpétuelle, qui est aussi liée dans ce crime et l'oubli parce que ça veut dire que si la guerre est totale, si la guerre est perpétuelle, il y a le concept de la temporalité qui est en question parce que ce que nous avons vu, depuis déjà plus de 2 ans de cette grande invasion russe totale et cetera, c'est que, voilà, dans l'attitude des occidentaux, nous avons vu cette volonté de contenir l'agression, de la limiter à l'Ukraine, peut-être que ça déborde pas, mais pas la volonté de l'exterminer, c'est-à-dire de le mettre fin à ça. Et donc voilà, cette guerre perpétuelle qui peut être aussi une espèce d'idéologie poutinienne que de faire voilà, la guerre perpétuelle, que le monde est en guerre et c'est la guerre qui n'aura jamais le fin, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que derrière la volonté de Poutine, il n'y a pas du tout l'idée, mais voilà, je vais posséder l'Ukraine, ce qui serait déjà inacceptable, et puis après je vais m'arrêter là. Poutine a besoin de la guerre. Vous savez, Hannah Arendt décrivait les régimes totalitaires en montrant qu'il y avait une caractéristique fondamentale dans ceux-ci, c'était le mouvement perpétuel. Et je m'inspire de son analyse parce que elle explique extrêmement bien combien ces régimes-là ont besoin du mouvement. Et le mouvement de Poutine, c'est effectivement d'abord celui de la guerre, celui effectivement de l'extermination. Je parle de guerre d'extermination parce que la réalité, c'est qu'on voit Poutine avec ses bombardements sur les civils de manière perpétuelle. Voyez ce qui se passait aussi à Mariupol avec plus de 50 000 morts vraisemblablement, bien sûr à Boutcha, à Izioum, etc. Vous voyez effectivement qu'il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et bien sûr, on sait très bien que quand il y a, disons, une ambition aussi radicale de la part de Poutine, parce qu'on a une guerre totale, on a une guerre radicale aussi, il faut apprendre à penser radicalement. Et on a parfois l'impression qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux, en n'allant pas jusqu'au bout, en ne voyant pas que c'est eux ou nous, en fait, refusent cette radicalité. Enfin, plutôt, ils refusent de la considérer. Et que devant effectivement un acte radical de guerre, qui vise à s'étendre de manière perpétuelle, qui pourrait venir dans les autres pays européens, dans d'autres régions du Moyen-Orient, etc., eh bien, il ne peut pas y avoir
en quelque sorte de compromis. On n'est plus dans quelque chose qui correspond à un modèle, pour autant qu'il eût vraiment d'ailleurs existé, de guerre classique. On est dans cette guerre radicale et il faut apprendre à penser radicalement. Moi, je vois par exemple des réactions quand j'ai parlé dans plusieurs articles, j'en reparle évidemment dans le livre, en disant que c'est une guerre entre le mal et le bien. Dans la plupart des guerres, je refuse ce manichéisme. Je dis que dans certains cas, effectivement, on peut discuter. Il y a des avis des uns et des autres. Il y a des revendications légitimes. C'est pas noir ou blanc. Dans beaucoup de guerres, c'est le cas. Mais là, on n'est pas dans ce schéma-là. On est précisément dans une guerre absolue entre le bien et le mal, parce que précisément, on a le mal radical. Et beaucoup d'analystes internationaux se privent en fait d'une compréhension du régime de Poutine et de ses intentions en refusant de considérer la catégorie du mal. Alors ce n'est pas, à mon sens, d'ailleurs seulement une catégorie morale, en quelque sorte. C'est aussi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est aussi une clé de compréhension, d'intelligence, en réalité, de ce qui est en train de se passer. Et l'ensemble de mon livre est d'ailleurs tourné autour de cela, c'est-à-dire autour du fait que, au-delà de tout ce que l'on sait sur la compromission, l'absence de sens moral, la corruption d'ailleurs parfois, ou la couardise tout simplement d'un certain nombre de dirigeants occidentaux, il y avait un manque d'intelligence profonde de ce qu'était cette stratégie de Vladimir Poutine. Et donc, comme il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de réponse adéquate. Et à mon sens, la réponse doit être précisément totalement radicale. Mmh. Donc il y a vous parlez beaucoup de cette, cécité, de cet, aveuglement en quelque sorte de l'absence de la volonté de voir en fait, ce caractère, voilà du mal, du mal radical de cette guerre. Je me rappelle d'un autre podcast, précédent d'ailleurs, vous avez déjà employé le terme de la Russie comme mal absolu, donc le régime russe actuel comme un mal absolu. Donc ça peut paraître radical comme expression, mais c'est justement ça décrit justement la nature de choses ce qui est très inhabituel dans votre livre, c'est que voilà, c'est un livre, quand on commence à lire, on pense que l'auteur va nous parler de la stratégie. Donc stratégie, ça va être un livre géopolitique. Or que ce que vous faites dans ce livre, vous démontrez justement, vous montrez du doigt, le faux de l'approche purement géopolitique, voilà, de cette approche de manier les concepts des intérêts les des uns et des autres et et détourner du regard de ce que vous appelez les corps déchirés, voilà, les corps des enfants déchirés et cetera. Donc parce que voilà, c'est voilà, ça revient à déhumaniser en fait les victimes que de fermer les yeux sur leur présence physique et donc voilà, voilà, vous démontrez le faux de cette approche, géopolitique qui consisterait à essayer de paraître intelligent sans vraiment être empathique, vis-à-vis des victimes. Et donc cette approche qui cherche à restaurer toute la place aux humains, c'est-à-dire aux ceux qui ont été tués et aussi de faire appel à tout ce qui est d'humain à l'intérieur de chacun, y compris chez les analystes, n'est-ce pas? Et donc c'est une approche tout autre et donc vous refusez aussi de limiter l'expérience et puis de la relativiser en disant que voilà, c'est pas les Syriens qu'on tue, c'est pas les Ukrainiens que Poutine tue, ce sont les crimes contre l'humanité, n'est-ce pas? Voilà, exactement. C'est-à-dire que derrière, en fait, je montre au-delà, je dirais, de la préoccupation ou de l'indignation morale, que vouloir se fermer à cette réalité du crime et de la déshumanisation des victimes, c'est en fait perdre un élément de compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je ne dis pas j'oppose la géopolitique entre guillemets, même si je n'aime pas l'expression à la morale, mais j'essaye de montrer que si l'on veut véritablement comprendre les choses, y compris sur le plan géostratégique, eh bien, il faut regarder la réalité des choses, la réalité des victimes, la réalité des aspirations des personnes, la réalité des valeurs. D'ailleurs, je me réfère assez souvent dans le livre à un philosophe français, Raymond Aron, que je trouve extrêmement inspirant pour la compréhension des relations internationales, qui a consacré de nombreux ouvrages, et qui dit que dans nos intérêts, ce qu'on appelle les intérêts, il n'y a pas uniquement la puissance, l'économie, les territoires, l'accès aux matières premières, etc. Il y a aussi les valeurs. Parce que lorsque ce sont les valeurs qui sont menacées, ce sont aussi nos propres intérêts qui sont
menacée. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai un long développement là-dessus aussi. Je dis que, en fait, tous ceux qui ne voulaient pas voir tout cela et qui se proclamaient réalistes, c'était des soi-disant esprits forts, comme on dit, en fait, ils n'étaient pas réalistes du tout. Et j'essaye de restaurer par rapport aux pseudo-réalistes, et là je prends aussi un terme de Raymond Aron, quel devrait être le vrai réalisme. Et le vrai réalisme ne peut pas séparer sa compréhension du monde des actes criminels. Euh, voilà, et je refuse aussi, parce que là aussi c'est une tentation que l'on voit assez souvent, de dire qu'il y a une sorte de continuité de la Russie. Alors oui, on peut dire effectivement, le régime tsariste était déjà oppressif, bien sûr, le communisme, déjà à l'époque soviétique, en particulier bien sûr sous Staline, était déjà voué à la destruction, oui, bien sûr, mais je crois qu'il est très important aussi de comprendre la spécificité de chaque régime. D'ailleurs, Aron lui aussi disait, on ne peut pas comprendre l'URSS et la politique de l'URSS à l'époque, puisqu'il vivait à ce moment-là, indépendamment de la compréhension de l'idéologie communiste. Il n'y a pas de Russie éternelle. Et moi, je vois un certain nombre de dirigeants, alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui quand même, qui, pour essayer de comprendre la Russie, faisaient référence à Pierre le Grand, à Catherine II, etc., à la grande culture russe, à ce genre de choses assez finalement très romantiques. Mais toutes ces choses romantiques, en fait, ne nous renseignent pas sur l'actualité réelle du régime de Poutine lui-même. Et c'est vraiment une approche que je veux très spécifique sur la compréhension des choses aujourd'hui. Oui, donc ce réalisme-là, il est au cœur de votre livre, hein. D'ailleurs, voilà, souvent le réalisme aujourd'hui est compris dans le sens de réel politique, c'est-à-dire c'est une compréhension de compromis, voilà, de faire avec, la réalité est telle, donc c'est aussi un synonyme de quelque part de cynisme, politique d'aujourd'hui, de dire: «Mais soyons réalistes, la Russie est trop grande et trop puissante pour que nous puissions, la combattre». Donc c'est dans ce contexte-là que le terme réaliste apparaît, par exemple, dans le discours, médiatique. Et donc souvent on voit cet argument «soyons réalistes», voilà, qui joue malheureusement en faveur, de l'agresseur puisque, voilà, sans aller jusqu'au fond de choses, sans vouloir le combattre, vraiment, voilà, donc on n'y arrivera pas. Vous parlez beaucoup de la chose, qui m'a aussi surpris, vous parlez beaucoup de l'honnêteté, c'est-à-dire il faut être honnête. Il faut être honnête. Donc vous mentionnez que bien sûr, la rhétorique, des pays occidentaux avait beaucoup changé depuis le 24 février et que, la majorité des pays européens occidentaux, ils disent vouloir soutenir l'Ukraine, ils disent qu'ils soutiennent l'Ukraine. Mais vous montrez des doigts en fait, que c'est pas tout à fait honnête parce que cet engagement, en faveur de l'Ukraine, qui comprend bien sûr l'envoi des armements, qui comprend bien sûr l'envoi de l'aide financière et puis toute aide, bah, l'accueil de réfugiés aussi, ça c'est aussi très important, mais que ça ne va pas, jusqu'au bout. C'est-à-dire que cet engagement, il n'est pas, total. Pourquoi vous le pensez? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, et je vais faire un lien d'ailleurs avec la question du réalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être réaliste, c'est comprendre le danger majeur que représente la Russie de Poutine et comprendre le fait que tant que ce régime ne sera pas défait, d'abord parce que c'est l'urgence et la priorité absolue en Ukraine, mais aussi on peut dire en Géorgie, 20% du territoire géorgien est occupé, au Bélarus, où on sait que Poutine soutient le régime criminel de Loukachenko, en Syrie, en Birmanie, où il soutient la junte birmane, dans plusieurs pays d'Afrique. Donc tant que Poutine ne sera pas défait, eh bien la guerre continuera et l'agression continuera et Poutine se renforcera. Donc je pense qu'être réaliste, justement, parce que moi je me définis comme réaliste, être réaliste, c'est comprendre véritablement ce que Poutine entend véritablement faire et comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre solution que sa défaite absolue et radicale. Et de ce point de vue-là, effectivement, je trouve que la plupart des pays occidentaux restent, depuis le début de la grande guerre contre l'Ukraine, commencée le 24 février, enfin même si c'est une guerre de 10 ans, mais j'aurais dit les choses, ou je disais d'ailleurs les mêmes choses en 2014, ils restent en quelque sorte au milieu du gué. C'est-à-dire qu'ils disent oui, on ne peut pas accepter que l'Ukraine tombe,
mais ils ne sont pas encore dans une vision stratégique qui, à mon sens, est la seule bonne et réaliste, qui est la défaite totale de la Russie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de donner des armes, à mon avis, à l'Ukraine. En plus, on sait très bien que ces armes sont arrivées au compte-gouttes, que vous avez certains États comme même les États-Unis, d'ailleurs peut-être même d'abord les États-Unis ou l'Allemagne, qui refusent encore, par exemple, que forces armées ukrainiennes, avec leurs propres armes, frappent le territoire russe, alors que l'on sait très bien que si l'on veut que l'Ukraine regagne l'intégralité de son territoire, il va falloir évidemment désorganiser dans l'arrière l'armée russe, désorganiser sa logistique, désorganiser également bien sûr tous les transports par train ou par toute autre voie. Il faut aussi continuer à frapper notamment les raffineries, comme avec une grande intelligence et une ingéniosité tactique qui m'émerveille d'une certaine manière. Les Ukrainiens le font aujourd'hui. Donc il faut aller vraiment jusqu'au bout. Moi, je suis très frappé quand j'entends certains qui disent oui, mais attention, il y a des risques encore d'escalade, il y a des risques de frappe nucléaire, et puis peut-être qu'un jour il y aura le risque de l'éclatement de la Russie, on ne sait pas ce que ça va amener. En fait, je montre, parce que j'ai beaucoup étudié depuis très longtemps, et j'en parle dans le livre, toute la propagande russe. En fait, on voit des dirigeants qui, de manière peut-être inconsciente, reprennent en fait, continuent d'acheter en quelque sorte tous les récits du Kremlin. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on reste quand même à mi-chemin. Alors cela a deux conséquences. D'abord la première, parce que effectivement, je crois que pour moi, c'est une forme de, je sais pas, oui, de culpabilité. J'emploie le terme souvent dans le livre que je ressens. En fait, il y a des dizaines de milliers de vies ukrainiennes que nous aurions pu sauver, nous, je pense, démocratie, si nous l'avions véritablement voulu. La réalité, c'est que enfin, les démocraties occidentales, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, ne l'ont pas véritablement voulu. En ne donnant pas toutes les armes à l'Ukraine, en n'intervenant pas, moi j'étais un des rares en France à proposer, lors d'une dizaine d'émissions dès le 24 février 2022, que nous intervenions directement. Parce que je voyais très bien ce qui allait se passer, et je pensais qu'il fallait, et je pense toujours, qu'il y a un moment où il va falloir frapper directement, effectivement, ce régime. Moi, j'étais très content, parce que c'est une suggestion que j'émettais dans le livre, mais en fait déjà depuis plus d'un an, de voir que Emmanuel Macron, le président français, n'excluait pas d'ailleurs l'envoi peut-être à un moment de troupes d'un certain nombre de pays de l'OTAN, parce que on ne peut pas gagner cette guerre uniquement par procuration. Je pense que cette guerre, voilà, on peut donner toutes les armes possibles aux Ukrainiens, et ils les utilisent de manière, encore une fois, absolument splendide, merveilleuse, avec vraiment cette intelligence qui les caractérise. Mais je pense qu'il y a un moment, on ne peut pas gagner la guerre en jouant en quelque sorte du fond du cours, en ne s'impliquant pas directement. Et quand, effectivement, c'est pour ça aussi que j'ai intitulé mon livre Notre guerre, c'est-à-dire que c'est notre guerre, non seulement parce que nous sommes directement attaqués par Poutine, mais aussi parce qu'il y a un certain moment où il faudra, et je pense que le plus tôt sera le mieux, sinon ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux encore en vies humaines, il y aura un moment où nous devrons nous-mêmes nous y engager. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution si véritablement nous voulons mettre un terme au danger que représente la Russie pour le monde. Voilà, donc on peut pas faire la guerre sans vraiment la faire ou en la faisant à moitié, en calibrant l'aide et puis en envoyant, voilà, en faisant les préparatifs même pour le F-16, ces avions de chasse, voilà, aussi longues parce que tout simplement on peut pas envoyer des pilotes étrangers. Donc en faisant tout ce jeu, voilà, très formel, voilà, pour, qui ralentit la guerre et qui sauve des vies. Nous traversons une période où en fait, les Américains sont un peu de retour avec le vote au Congrès, le vote qui était attendu depuis 7 mois et donc le vote qui était bien sûr accueilli avec beaucoup de joie ici en Ukraine. Mais je me rappelle aussi un plateau télé donc en France, j'étais invitée donc on m'a demandé notre réaction de nous à nous, les Ukrainiens et ma première réaction était de dire que oui, tous ceux qui sont en vie encore, ils sont très contents. Alors que tous ceux qui étaient morts, tués, durant ces 6 mois qu'on attendait
en fait, les patriotes qu'on attendait, cette aide américaine, on ne saura pas savoir leurs avis parce que tout simplement, donc ils ne sont plus là parce que voilà, il y a toujours le prix à un tout retard. Ah donc c'est un prix qui est tout à fait concret. C'est un prix en termes de vie humaine ou de telle famille détruite. On était tous frappés par cette histoire de la région de Dnipro où en fait toute la famille avait péri après une frappe de missiles russes, c'est-à-dire 2 enfants, mère et grand-mère et c'est un seul enfant de 6 ans qui est survivant, donc qui était très blessé en fait. Il a survécu, mais il est à l'hôpital, il était même rapporté mort. Finalement, il a survécu, mais et voilà, imaginez-vous cette situation de vous retrouver dans cette situation-là. Donc ce gamin-là, il va continuer de vivre, voilà. Et donc s'il y avait les patriotes 6 mois avant, donc sans doute, voilà, cette tragédie n'aurait pas eu lieu. Donc c'est très concret, c'est en fait, ça va dans le sens de votre approche. En fait, dans ce livre, quand vous parlez, vous refusez de parler uniquement de géopolitique, vous parlez aussi de ce concret, de ce spécifique, en fait, de drame que constitue la guerre. Il y a un chapitre que j'ai lu avec un intérêt très soutenu, parce que là, vous entrez dans le sujet un peu tabou, en tout cas, on a l'impression que c'est un sujet tabou. Vous parlez de l'après-guerre, vous parlez de la fin de l'empire russe, vous parlez de comment faire avec cette société totalitaire. Vous posez le point d'interrogation, réformer la société totalitaire et vous posez les termes de bien sûr, il n'y a pas de réponse miracle pour l'instant, mais vous commencez à en parler et donc voilà, quelles sont vos propositions et quelles sont vos idées par rapport à ce qu'on doit, nous, je veux dire, les Européens, les Occidentaux, les démocraties doivent faire avec la Russie après la fin de conflits armés. D'abord, je pense que la première chose, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de relations normales, entre guillemets, avec la Russie. J'entends notamment sur le plan commercial, échanges diplomatiques approfondis, tant que au moins 4 choses n'ont pas été obtenues. D'abord, la punition des criminels, que ce soit évidemment ceux qui ont donné des ordres, Vladimir Poutine, Lavrov, Shoigu, Gerasimov, l'ensemble des personnes de l'appareil politico-militaire russe, jusqu'au plus simple des exécutants. La punition doit être totale et intégrale, et j'ajoute bien sûr là-dedans les propagandistes en Russie, mais peut-être aussi dans d'autres pays, qui ont renforcé ces appels à la haine, au meurtre et à la destruction des Ukrainiens, comme d'ailleurs avant aussi des Tchétchènes, des Syriens, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que les réparations soient payées de manière intégrale. Non seulement en saisissant bien sûr les avoirs des oligarques et les avoirs de la Banque centrale russe, qu'il faut saisir le plus vite possible et les donner à l'Ukraine, bien sûr, mais il faudra que sur le long terme, certains estiment les réparations dues à 2 trillions, donc 2000 milliards d'euros ou de dollars, il faudra que sur le long terme, les Russes payent l'intégralité de ces réparations. Ça, je crois que c'est la deuxième condition. La troisième condition, qui est évidemment un sujet particulièrement douloureux, c'est qu'il faut que les enfants ukrainiens déportés retournent en Ukraine. Il ne peut pas y avoir le moindre compromis tant que ces enfants ne sont pas retournés. Et puis quatrièmement, il faut que la Russie libère l'ensemble des territoires qu'elle occupe, bien sûr en Ukraine, ça, j'allais dire, ça va de soi pour moi, mais également, j'ai mentionné la Géorgie par exemple, je pourrais parler de la Transnistrie, je pourrais parler du soutien donc à Loukachenko au Bélarus, etc., ou la Syrie. Il faut vraiment que la Russie parte des territoires qu'elle occupe. Ça, ce sont les 4 conditions absolument fondamentales. Tant qu'elles ne sont pas appliquées, il ne peut pas y avoir, encore une fois, de retour à un commerce, à des relations normales avec la Russie. Ensuite, il faut effectivement, je sais que ça ne peut pas se produire en quelques années, mais ce sera sans doute sur des décennies, il faut maintenir la pression tant qu'il n'y a pas du côté russe une conscience publique exprimée par les dirigeants russes sur les crimes qui ont été commis, c'est-à-dire concrètement une excuse, mais aussi dans la population elle-même,
un sentiment de culpabilité. Parce qu'il y a la culpabilité judiciaire, bien sûr, de ceux qui ont sponsorisé ces crimes et qui les ont commis, mais il y a aussi cette culpabilité quand même profonde. Il faut que l'ensemble des Russes comprennent que c'est en leur nom que le régime de Poutine a commis ces crimes sans nom. Vous savez, ce que disait aussi le philosophe, je le cite à un moment dans le livre, Karl Jaspers, à propos de la culpabilité allemande après le nazisme. Il faut vraiment que ça envahisse la conscience collective. Il faut aussi que dans l'ensemble des aides que l'on donnera peut-être le moment venu à l'Ukraine, mais l'aide au fond, j'allais dire à la Russie, pardon, pour qu'elle mette en place des institutions démocratiques, il y a une chose qui sera fondamentale, c'est l'écriture de l'histoire sous l'angle de la vérité. C'est-à-dire qu'il faudra que, comme les Allemands l'ont fait après la guerre, il faudra que les Russes écrivent aussi cette histoire qui n'est pas l'histoire déformée qu'on a aujourd'hui de Poutine, avec, il faudra qu'il y ait la vérité sur l'Holodomor, la vérité sur le pacte germano-soviétique, la vérité sur l'ensemble des crimes du stalinisme et l'ensemble des crimes du poutinisme. Il faudra qu'il y ait, de même qu'il y a des musées juifs à Berlin et dans un certain nombre de villes allemandes qui payent en quelque sorte, qui rendent hommage aux victimes juives de l'Holocauste. Il faudra qu'il y ait des monuments sur la place rouge à Moscou, dans l'ensemble des villes russes, voilà, qui soient des monuments aux victimes de Poutine et des victimes de Staline d'ailleurs aussi. Je crois que c'est ça qu'il faudra. Alors, ça suppose effectivement de garder une pression sur la Russie, de faire en sorte aussi que pour l'ensemble des affidés du régime qui se sont aussi enrichis, qui ont une partie de leurs avoirs dans des pays occidentaux ou dans des paradis fiscaux, eh bien, il faudra aussi, et qu'ils sèment la corruption d'ailleurs, y compris auprès d'un certain nombre de personnalités occidentales, et il faudra aussi que cela paye. C'est-à-dire qu'il faudra, bien sûr, le mot est tabou, mais il faudra absolument que les démocraties fassent en sorte qu'il y ait un changement de régime en Russie. Ça prendra 30 ou 40 ans, peut-être. Mais ça suppose aussi, et c'est à mon avis ce qui fait beaucoup défaut dans les chancelleries occidentales, que ce soit à Washington ou dans les capitales européennes, il manque cette vision de long terme de la Russie. On a l'impression, j'en ai discuté avec des amis américains notamment, que vous n'avez aucune vision de ce qu'il va falloir faire. Et je pense qu'il faut absolument le mettre en place. Bien sûr, il y aura un certain nombre d'erreurs qui ont été commises après la chute de l'URSS qu'il faudra évoquer. D'abord, on n'a pas fait attention au fait que l'appareil de sécurité communiste se maintenait même à l'époque d'Elstine. On voit aussi que les dirigeants, les dirigeants d'entreprises occidentales ont été mus par l'appât du gain. Donc, ils ont essayé de créer des conditions d'enrichissement pour eux et pour des élites russes en ne voyant pas aussi la grande pauvreté qui avait surgi à ce moment-là en Russie, d'où le fait que Poutine ait pu exploiter cette sorte de ressentiment à la suite à son profit. Donc il y aura vraiment toute une stratégie bien pensée qui devra être mise en place. Et bien sûr, ça va prendre, beaucoup de temps puisque actuellement, malheureusement, la population russe, elle est dans l'espèce de déni, en fait, de crime. Vous écrivez d'ailleurs, dans votre livre, comment il y a ce déni qui fonctionne. Vous décrivez cet épisode où vous étiez, en Lituanie, je crois, à Riga, n'est-ce pas? Où il y avait des d'autres Non, c'était en Estonie, c'était oui, à À Tallinn, Tallinn, voilà, il y avait effectivement. 2. Voilà, où il y avait de Russes qui passaient, effectivement, alors que moi-même je manifestais contre devant l'ambassade russe, etc., et qu'il y avait des tas d'ailleurs de drapeaux, de pancartes, etc. Il y a deux Russes qui passent et qui disent en russe à un moment, ils disent oui, oui, surtout ne regardons pas, passons vite, détournons le regard. Et c'était très frappant de voir effectivement que la plupart des Russes aujourd'hui, à l'exception d'une petite minorité, ne veulent pas voir les crimes qui ont été commis en face. C'est ça le vrai sujet, et parce qu'ils sont aussi dans une forme d'apathie, de déni, comme vous le dites, et ça c'est extrêmement inquiétant, et c'est ça qui ne peut plus durer. Voilà, donc et réformer une société totalitaire, c'est jamais simple, mais rien n'est impossible et donc voilà, je vous félicite d'avoir abordé ce sujet parce que c'est un sujet véritablement stratégique, même si, bien sûr, c'est pas tout le monde qui vivra jusqu'à voir des résultats concrets, mais voilà, c'est le rôle de penseur, de philosophe, de poser les termes de problème pour voir ce que ça peut donner. Ma dernière question à vous, Nicolas, portera sur le rôle de l'Europe. Parce que dans notre guerre, il y a bien sûr le rôle des Européens.
Nous avons vu en fait un certain changement depuis voilà, surtout durant ces 6 derniers mois qui étaient extrêmement difficiles pour l'Ukraine parce que l'aide américaine n'arrivait pas, parce qu'on avait commencé à se poser des questions sur le véritable engagement des États-Unis, parce qu'on comprend que la période est turbulente à cause de les élections, mais nous avons vu en fait, le phénomène qu'on appelle, voilà, un certain réveil de l'Europe, c'est-à-dire nous avons vu plusieurs leaders, européens, à commencer par Emmanuel Macron, président de la République française, de durcir le ton et puis de s'engager davantage. Nous avons vu le président de la République tchèque de trouver 1 million d'obus pour l'Ukraine, une tâche qui n'est pas du tout facile. Et donc, pour vous, est-ce que l'Europe, est-ce que voilà cette guerre totale que la Russie mène contre l'Ukraine va aussi changer la donne pour les relations entre l'Europe et les États-Unis et donc une certaine autonomie de défense, autonomie stratégique de l'Europe et puis la compréhension que l'Europe doit être armée, doit être forte, doit être prête à se défendre aussi militairement et pas uniquement se fier à ce que les Américains vont la protéger avec cette panoplie de l'OTAN. Alors, je pense que la prise de conscience est là, chez la plupart des dirigeants européens, même du côté allemand d'ailleurs. Je me rappelle, il y a un peu plus d'un mois, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, qui disait qu'il n'était pas du tout exclu qu'un jour l'Allemagne soit attaquée par la Russie. Si c'est pas une prise de conscience, qu'est-ce que c'est? Effectivement, on a vu Emmanuel Macron qui, pour la première fois, le 26 février, avant il refusait de dire cela, a dit il faut que la Russie soit défaite. Il disait pas uniquement il faut soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, etc., etc. Il était vraiment beaucoup plus dans l'affirmation. Bien sûr, c'est le cas déjà depuis longtemps du côté des pays baltes, de la Pologne, de la République tchèque, d'un certain nombre de pays nordiques. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que effectivement, les États-Unis ne sont pas un allié qui restera nécessairement fidèle aussi longtemps, et que ce soit évidemment avec un Trump totalement imprévisible qui pourrait essayer de faire une sorte d'accord entre la Russie et l'Ukraine sur le dos de la population ukrainienne, mais même avec Joe Biden, quand je vois l'attitude d'un certain nombre de ses conseillers qui ne veulent pas aller jusqu'au bout de la victoire, ce serait un danger manifeste pour l'Europe, et je pense que la plupart des dirigeants européens l'ont compris. Cela étant dit, je trouve que nous ne sommes pas encore, nous Européens, complètement jusqu'au bout. D'abord parce que vous avez un certain nombre de pays européens qui ne suivent pas complètement cette voie. Les plus connus, ce sont vraiment des chevaux de Troie, à mon avis, de la Russie, c'est la Hongrie, la Slovaquie actuelle, voire d'une certaine manière l'Autriche. Vous avez encore des pays qui paraissent aussi un peu tièdes, même si vous avez cette conscience que j'ai évoquée chez l'Allemagne. On voit toujours, par exemple, Olaf Scholz, le chancelier allemand, se refuser à livrer des missiles à longue portée Taurus, soi-disant parce qu'il a peur d'un engagement, d'une belligérance, terme qui ne veut rien dire en droit international, etc. Et malgré tout, même si nous renforçons, nous Européens, nos capacités de défense, y compris la France, nous ne sommes pas encore véritablement passés en économie de guerre, alors que la Russie, elle, est passée en économie de guerre. C'est-à-dire que je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que des dirigeants européens, Emmanuel Macron et les autres, parlent beaucoup plus souvent à leur population pour essayer d'alerter leurs opinions publiques sur la vérité de cette guerre russe, sur le fait qu'il n'y a pas d'autre choix que de la gagner. Je trouve que les déclarations d'Emmanuel Macron, encore une fois, étaient très bienvenues sur le fait qu'un jour, il faudra peut-être s'engager d'une manière ou d'une autre, et que si nous ne voulons pas un engagement total, il faudra aller beaucoup plus loin, au moins dans l'immédiat. Mais je pense qu'il faut effectivement continuer à le dire. Il faut mieux préparer l'opinion publique. Et prenons un exemple aussi, moi je le vois dans beaucoup de pays européens, vous avez énormément de désinformation russe. Nous sommes mieux armés pour la repérer et la traquer. En revanche, j'ai l'impression que nous sommes encore très loin du compte. J'y consacre d'ailleurs un chapitre assez concret et pratique d'ailleurs dans ce livre. Nous sommes encore très loin du compte en ce qui concerne la punition, parce que c'est bien de punition qu'il s'agit, d'un certain nombre de propagandistes russes. Je pense qu'on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin
et que, aujourd'hui, on marque encore un peu le pas, on est encore un peu timide, même en France, hein. Vous voyez, par exemple, vous avez un centre culturel orthodoxe russe qui dépend de l'ambassade de Russie en France, qui n'est toujours pas fermé. Pourquoi? Vous avez l'ancien ambassadeur, russe en France, on a écrit avec quelques-uns à Tribune dans Le Monde il y a quelque temps, Orlov, qui sert la propagande de son État dont il était ambassadeur, qui continue à être sur le sol français. Enfin, je pourrais multiplier malheureusement les exemples et je pense qu'on doit vraiment comprendre que si l'on est en guerre, on est véritablement en guerre. Nous avons vraiment besoin de muscler considérablement notre législation. Il faut garder bien sûr l'esprit de liberté d'opinion, mais quand vous avez un certain nombre de personnes qui sont payées, je dis bien payées, pour répandre des récits russes, on n'est plus dans la liberté d'expression, on n'est plus dans l'expression d'une idée librement consentie, on est dans la complicité, voire l'intelligence avec l'ennemi. Et ça, c'est intolérable. Oui. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre message et pour votre livre et pour cet entretien. Et donc, oublions pas que notre guerre, ça pourra dire un jour aussi notre victoire, n'est-ce pas? Notre victoire de toutes les démocraties unies contre ce mal que représente la Russie actuelle. Et donc, c'est voilà, ça dans l'espoir de cette notre victoire doit nous motiver en fait sur ce chemin, bien sûr, qui sera long et sanglant malheureusement, mais on y arrivera si on est tous résolus. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Nicolas Tanzer, fonctionnaire, académicien, responsable du think tank, fondateur de blog et l'auteur de l'ouvrage Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique, paru chez Éditions de l'Observatoire Humin 6. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.